trouvé un terrain à l'époque dans le 94. C'était l'ami d'une famille qui voulait vendre ce terrain. Et je m'étais dit, pourquoi pas faire de la promotion immobilière. Quand j'ai vu tous les procès, j'ai fait des rendez-vous, etc. J'ai dit, ça va pas le faire. C'est la première fois que je laisse tomber parce que je sentais vraiment que, on me prenait pas au sérieux, malgré ce que j'avais fait dans l'immobilier. C'est de là, je me suis dit, je vais aller à Dakar. Parce que j'avais déjà commencé en fait l'immeuble que j'avais à Dakar. Et je me suis dit, je vais le faire à Dakar. Je suis rentré au Sénégal pour faire des bonnes choses et des choses dans les règles. Ouais. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Et c'est malheureux. Et je me dis, le beau pays qu'est l'Afrique, les opportunités, moi, tous les jours, on me propose des nouvelles choses. J'ai fait gagner des grosses sommes d'argent avec des gens qui ont investi avec moi. En tout cas, au Sénégal, si le voisin a vendu à 200 000 millions de francs CFA, l'autre voisin va dire, s'il a vendu à 200 millions, je peux peut-être vendre à 210, 220. Mais ils ne connaissent pas la condition à laquelle il a vendu, pourquoi et tel. Et début 2022, je lance la résidence TA, qui est au Virage. Et la particularité où là, je reviens sur ce que tu disais, pourquoi on est connu, c'est parce que la résidence, on l'a faite en 17 mois. Et on a livré avec 7 mois d'avance sur le planning d'exécution. On est le promoteur qui livre tes appartements en avance, en avance. avec une qualité supérieure et un prix inférieur au prix du marché. The Rising of a Star. Je pense que l'entrepreneur que vous allez écouter aujourd'hui mérite toute votre attention parce que c'est quelqu'un qui est promis à un bel avenir dans le domaine du business. Il a décidé de vendre ses 4 immeubles en France pour aller faire de la promotion immobilière de très haut standing au Sénégal. Et le moins qu'on ne puisse dire, c'est qu'en très peu de temps, il est parvenu à réaliser des projets exceptionnels. Il construit, il vend avant d'avoir terminé de construire à des prix défiant toute concurrence pour des projets de très, très, très beau standing. Des projets qui donnent envie de rêver et qui nous font voir toute la beauté qu'il y a au Sénégal. Et j'ai voulu discuter avec lui pour qu'il nous explique sa vision. Pourquoi il a décidé de tout quitter en France, de quitter son immobilier en France pour aller au Sénégal et lancer cette structure de promotion immobilière de haut standing. Je pense que c'est une interview qui va vous donner envie, vous aussi, de lancer des aventures entrepreneuriales comme celle-là dans vos pays et pourquoi pas au Sénégal. Et d'ailleurs, la très bonne nouvelle que je sais qu'il sera à Back to Africa cette année. Donc, si vous voulez davantage discuter avec lui, le rencontrer, lui poser des questions et éventuellement réserver des projets parmi ceux qu'il fait, vous devez être à Back to Africa. Back to Africa, c'est l'événement que j'organise les 29 et 30 septembre au Palais des Congrès à Paris, avec pour but de vous donner les clés pour réussir vos business en Afrique, comme Pathé, comme moi et comme d'autres entrepreneurs qui viendront du continent pour vous partager leur passion, mais aussi leur réalisation. Dans la barre de description, vous avez le lien pour pouvoir prendre vos places à tarif promotionnel. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de réserver vos places. Nous allons avoir plusieurs entrepreneurs qui viennent de plusieurs pays pour vous montrer ce qu'ils font dans l'immobilier, dans l'import-export de fruits, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les business en ligne. Bref, on essaye de faire venir les meilleurs des meilleurs pour qu'ils vous montrent ce qu'ils font, comment vous pouvez faire la même chose afin de développer tous ensemble ce continent et de faire partie des futurs leaders de ce monde que nous sommes en train de créer. Soyez donc des nôtres. Prenez le temps d'écouter ce podcast. Je pense que vous allez ressortir de là très enrichi, d'autant plus qu'on a une deuxième partie qu'on va faire à Dakar. Posez-vous les amis, écoutez l'émission, commentez, partagez massivement et dites-nous ce que vous en avez pensé. Let's go! Bonjour Pathé. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'être de passage à Paris et donc de venir nous voir pour un podcast. C'est ça. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ça marche. Donc, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Je m'appelle Pathé Diallo, j'ai 32 ans, je suis franco-sénégalais et ça fait déjà maintenant 2 ans et demi que je vis au Sénégal où je fais de la promotion immobilière. Alors, tu es très connu sur les réseaux sociaux parce que tu es à la tête d'une boîte qui fait de très très beaux projets au Sénégal. Merci. D'où te vient l'idée de faire de la promotion immobilière? Alors, il faut dire que vous faites de la promotion immobilière dite de haut standing quand même. C'est ça, hein. c'est ça. Mais tout a commencé en France parce que j'investissais déjà en France dans l'immobilier. Ok. Ici à Nevers et dans d'autres villes. J'ai acheté à peu près 3-4 immeubles. Immeuble de rapport. Immeuble de rapport, okay. voilà. Je précise. Ça faisait à peu près 18 appartements. Ok. Et j'avais senti un peu un plafond de verre. Et pourquoi, au niveau des financements, des banques? Au niveau des financements, parce que bon, je travaillais plus. Oui. J'avais quitté mon emploi, donc je gagnais assez pour plus travailler. Et moi, si je voulais quitter le salariat. Ok. Et après, donc en fait, avec tes immeubles, tu gagnais assez, tu étais devenu rentier. C'est ça. Tu gagnais assez. C'est ça. Et donc, comme tu n'avais plus de salaire, les banques ne pouvaient plus te prêter d'argent. C'est ça. Et comme tout Africain, j'ai envie de dire, ma mère a un terrain au Sénégal. Ouais. Et elle a déjà un immeuble qu'elle a fait en 3-4 ans, ouais. en 2010. Et elle avait un petit terrain de 150 mètres carrés. Et ouais. de là,
Elle m'a dit, bah, est-ce que ça t'intéresserait de faire la même chose? Je connaissais rien à la construction. Bon, moi et mon culot, je me suis dit, OK. Donc en 2019, j'ai commencé à aller pour prospecter. Mais l'immeuble que j'ai construit avec un entrepreneur, c'est pour moi et mes frères. Oui. On est 4. Et de là, après, bon, j'ai terminé en 2021. J'ai eu énormément de demandes de comment ça s'est passé, qui je connais. Parce que je pense que l'Afrique, la première question, c'est la confiance. Oui. Et donc, du coup, de là, je me suis dit, bah, je vais me professionnaliser. Et j'ai lancé la société Ilios, qui est devenue. Donc en fait, si je comprends bien, d'un projet familial, personnel, dans lequel tes frères et toi, enfin, pour un bien qui appartenait à tes frères et toi, finalement, parce que tu es parvenu à construire un immeuble. Exact. Ça a tellement intrigué les gens qu'on s'est demandé voilà, comment il a fait pour faire un immeuble. Ben, après, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'artisan sérieux, fiable? C'est que, en fait, j'avais un entrepreneur. Ouais. Mais pour dire vrai, l'entrepreneur, il nous a arnaqué. Ah, c'est un peu le... Mais ça arrive tout le temps. Voilà. Donc, j'aime pas trop le dire parce que ça arrive tout le temps. Mais moi, je l'ai vécu. Ouais. On lui a envoyé de l'argent tous les mois. Il a durement avancé. Gagné. Hein. Voilà. Il a avancé parce que moi, j'avais pas de salaire. Mes frères et mes sœurs, ils ont un salaire. Ils sont cadres, donc ça va. Mais c'est de l'argent. Oui. Et tous les mois, on lui envoyait de l'argent et il avançait pas assez vite. Donc, moi, à un moment, ça m'a saoulé. Je suis parti sur place. Donc, il avait avancé. Mais par rapport à ce qu'on avait donné, il n'avait pas fait. Par exemple, si on lui a donné 80%, elle était peut-être à 60%. Ouais, là, il avait... Donc, au bout d'un moment, ben, je l'ai viré et je suis resté sur place. Mais quand tu l'as viré, et l'argent alors, la différence, il est parti avec? Ouais, bon, je me suis assez... C'est une perte, quoi. C'est une perte, c'est une perte. On n'a pas voulu... En plus, j'ai une mère très pieuse qui ne voulait pas rentrer dans les détails juridiques, etc. Parce que c'était un proche aussi de la famille. Ah, donc, il y avait la pression familiale de l'autre côté. Ouais. Donc, on s'est assis dessus. C'est pour l'argent que vous voulez mettre quelqu'un. Voilà. Ouais. Donc, on s'est assis dessus. Et après, moi, j'y connaissais rien. Donc, j'ai appris quand je venais au fur et à mesure avec lui. Et après, j'étais obligé d'apprendre. Donc, j'ai pris des gens autour de moi. Et ils m'ont aidé à finir l'immeuble. Mais quand je dis un immeuble, c'est un immeuble de 8 appartements. Oui. Parce que le terrain faisait 150 mètres carrés. Donc, c'est R+4 de 8 appartements. Ce n'est pas un immeuble de 20 ou 30. Et là, quand j'ai terminé, c'est là que j'ai eu toutes les questions. De comment j'ai fait, qui je connais. Est-ce que je peux mettre en rapport, pourquoi, etc. Donc, je me suis dit, je vais me professionnaliser. Et pendant 1 an, j'ai fait une étude de marché. Donc, j'ai rencontré pas mal d'agents, j'ai rencontré plein de monde. Parce que moi, j'allais au Sénégal pour des vacances avant 2019. Donc, comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Voilà. Et c'est vraiment quand j'étais sur place que j'ai vu certaines réalités. Oui. Parce qu'il y a une grosse différence, et ça, je l'ai vu sur place, entre venir en vacances et être sur place. Qu'est-ce qui change? Les mentalités. Moi, c'est la première chose. Quand tu es vacancier, on ne te traite pas de la même manière. Enfin, non. Moi, je parle Wolof. Oui. Donc, mais pour eux, je ne suis pas sénégalais. Parce Pourquoi? que j'ai un accent. Ah. Je ne suis pas né au Sénégal. Malgré le fait que tu parles Wolof. Voilà. Et tous les jours, on se moque de mon Wolof. Et moi, c'est pas grave parce que je leur dis bien, votre français, il n'est pas aussi net que le mien. Donc, c'est pas grave, j'accepte. Okay. Mais c'est les mentalités. Moi, je pars du principe où quand on se dit une chose, on la respecte. Oui, la parole, voilà. Tenir les engagements. C'est ça, la parole vaut d'or. Mais au Sénégal, en tout cas, ou en Afrique, c'est pas le cas des fois. Donc, et j'avais du mal. Honnêtement, j'avais du mal. Pour donner un exemple, un électricien me dit, ah ok, là, je finis le premier étage. On fait la réception le 12. Le 12, on arrive, c'est pas fait. Et il explique 1000 choses au lieu de nous dire que juste, il n'a pas fini. Et c'est ça, en fait. J'ai eu du mal avec ça. Honnêtement, j'ai eu du mal. Après, les bons côtés, maintenant, je me dis pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Parce que je vis au Sénégal. Et je me pose vraiment la question pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Parce que j'ai investi en France, j'ai fait des choses en France, j'ai investi dans d'autres pays, en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine. En France, il y a un plafond de verre qu'on ne pourra pas dépasser. Et j'ai les mêmes connaissances que j'ai eues pour démarrer. Et je pense que si j'aurais voulu faire de la promotion en France, je n'aurais pas pu. Alors, ça, c'est intéressant qu'on parle un peu de ce fameux plafond de verre. Quand tu dis que tu avais un plafond que tu ne pouvais pas dépasser, qu'est-ce qui te laisse penser ça? J'avais trouvé un terrain à l'époque, dans le 94. C'était l'ami d'une famille qui voulait vendre ce terrain. Et je m'étais dit, c'était pourquoi pas faire de la promotion immobilière. Tu y pensais déjà, même en France? Déjà. Ouais. C'est vrai que j'y ai pensé aussi d'ailleurs. Ouais. Et quand j'ai vu tous les procès, j'ai fait des rendez-vous, etc. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Ça va pas le faire. Honnêtement, c'est la première fois que je laisse tomber. Ouais. Parce que je sentais vraiment que, on me prenait pas au sérieux, malgré ce que j'avais fait dans l'immobilier. Et de deux, en fait, on sent que c'est pas... J'avais vraiment l'impression que c'était pas fait pour moi, honnêtement. Et c'est de là, je me suis dit, je vais aller à Dakar. Parce que j'avais déjà commencé en fait l'immeuble que j'avais à Dakar. Et je me suis dit, je vais le faire à Dakar, tant pis. Et je vais essayer d'amener le maximum de personnes avec moi au Sénégal, d'influencer une nouvelle chose, une nouvelle impulsion et de faire des bonnes choses. Parce que c'est un peu ça mon credo. Je suis rentré au Sénégal pour faire des bonnes choses et des choses dans les règles. Ouais. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Et c'est malheureux.
Et je me dis, le beau pays qu'est l'Afrique, les opportunités, moi, tous les jours, on me propose des nouvelles choses. J'ai fait gagner des grosses sommes d'argent avec des gens qui ont investi avec moi. Bref, il y a des opportunités. On va tout le arriver à temps. ça, justement. Voilà. Donc, du coup, l'étape d'après pour toi, donc, c'est quand tu finis donc de faire l'étude de marché, qu'est-ce qui ressort de ton étude de marché? Là, on est en 2020. C'est ça, on est en 2020, 2021. Donc, Ouais. je me dis, en fait, il y a un truc à faire. J'avais regardé prix au mètre carré, les prix par quartier. Parce que J'avais vraiment- les prix du terrain sont exorbitants C'est à ça, Dakar. Je c'est vois que les ça. gens ne s'en rendent même pas Non, compte, mais c'est très, très cher. 150 mètres carrés aux Almadies, c'est combien aujourd'hui? Un mètre carré aux Almadies. Aux Almadies, on est sur un terrain à peu près à 2 millions. 2 millions, 1 Les mètre gens carré. pouvaient vendre le mètre carré à 2 millions. Le terrain. 3 000 euros. Voilà. 3 000 euros, 1 mètre carré. Mais la spéculation, elle se fait aussi parce que, bon, en tout cas au Sénégal, si le voisin a vendu à 200 000 Lyon de francs CFA, ben, l'autre voisin va dire, ah, s'il a vendu à 200 millions, je peux peut-être vendre à 210, 220. Mais ils ne connaissent pas la condition à laquelle il a vendu, pourquoi et tel. Donc je pense que c'est ça parce qu'en Afrique, en tout cas au Sénégal, il n'y a pas de prêt. Il y a des prêts, mais c'est très difficile d'avoir un prêt. Oui. C'est pas comme la culture ici en France où on veut acheter quelque chose, tout de suite on va faire un prêt. Oui. Au Sénégal, il faut avoir du cash pour pouvoir faire des opérations. Tout à fait. Donc après l'étude de marché, je me suis dit je vais me lancer. Donc j'ai cherché pendant un an, toute l'année 2021, un terrain. Et j'ai mis du temps parce que les agents immobiliers m'ont baladé. Je connaissais pas vraiment, donc c'est au fur et à mesure que je passe du temps au Sénégal que je rencontre des gens. Donc on m'a pas mal baladé. Et in fine, je trouve en fin 2021 un terrain à bord de mer, au quartier du Virage, pour ceux qui connaissent. Et de là, bah, je crée tout le projet. Donc je vois un architecte, on crée tout le projet. C'est moi-même qui mets les prix parce que j'avais fait une étude de marché, donc je mets les prix par rapport au quartier que ce que j'avais trouvé. Et début 2022, ben, je lance la résidence TA, qui est au Virage. Et la particularité où là, je reviens sur ce que tu disais, pourquoi on est connu, c'est parce que la résidence, on l'a faite en 17 mois et on a livré avec 7 mois d'avance sur le planning d'exécution. Donc on devait livrer en août. 2 ans plus tard, en voilà, fait. Ouais. août de cette année. On a Août livré, 2024. c'est ça. OK. On a livré en août dernier. En août dernier. Bon, ça, c'est un an. En mars, pardon. En mars. Okay. On a 7 mois. OK. Waouh. Et donc, du coup, maintenant, j'ai envie de dire, des fois, on est le promoteur qui livre tes appartements en avance. En avance. Avec une qualité supérieure et un prix inférieur au prix du marché. Et pourtant, toujours rentable. C'est ça, toujours rentable. Toujours. Alors, déjà, on avait déjà un peu parlé de ça. Quand tu décides de te lancer au début, d'accord? Parce que, mine de rien, tu l'as dit, on est dans un environnement dans lequel le crédit est super compliqué à avoir. Comment tu fais pour financer un projet à milliards? Parce qu'il faut se le dire. C'est vrai, non, c'est un projet qui coûte des milliards, donc plusieurs millions d'euros. C'est un projet à milliards. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, bon, je ne le recommande pas à tout le monde, mais moi, je suis entrepreneur dans l'âme, donc moi, je prends des risques. J'avais un peu de cash. Oui. Et j'avais des amis. Ouais. Et des investisseurs. Ouais. Donc, je leur ai dit, écoutez, ce projet, il vaut tant. Je leur ai fait un business plan. Oui. Si le coût de production, c'est tant, le projet vaut tant, voici ce qui reste. Si vous investissez à un minimum à l'époque, c'était 50 000 euros ou 20 000 euros, je peux vous rembourser un pourcentage de ce que vous avez investi. Donc, il y a quelques personnes qui ont investi avec moi. Et donc, du coup, j'ai levé à peu près, à l'époque, 200 millions. 300 000 euros. Ouais, 300 000 euros. Donc, c'est avec ça que j'ai démarré. Donc, 300 000 euros, tu avais déjà acheté le terrain ou Non, le terrain, en fait, j'ai fait un partenariat, j'ai fait une dation, donc j'ai fait un partenariat avec le propriétaire, ce qui fait que je lui ai rétrocédé une partie des appartements. Des appartements. Et moi, en fait, j'ai gardé tout le reste. Ouais. Et j'ai commencé avec l'argent que j'avais. Ok. Donc ça me permettait, en fait, une fois d'avoir signé le contrat, de tout de suite commencer à construire. C'est ça. Et pour donner un peu un ordre d'idée, j'avais mis des bons prix parce que moi, j'ai même un propriétaire qui a fait une plus-value incroyable. Donc il achète et puis il revend. Il a revendu à la fin du projet, il a fait une grosse plus-value. Ouais. Une fois que j'ai commencé, j'avais tout le gros œuvre. Donc j'avais de quoi faire tout le gros œuvre. Tout le gros œuvre, ok. Et c'était un R+, la résidence R, c'est R+6, c'est 18 appartements, F2 et 2 F4 par niveau, un grand et un petit. Donc j'avais fait tout le gros œuvre. Et pendant le gros œuvre, en fait, j'ai fait la commercialisation. Bien sûr, tu as commencé à vendre pendant que tu étais. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand moi je venais d'arriver, personne ne me connaissait. Et j'avais plein de visites. Les gens étaient contents du discours, c'était cohérent. Mais à chaque fois, on me disait, oh, on ne vous connaît pas. C'est-à-dire, je peux vous donner mon argent, vous allez peut-être disparaître, etc. Donc moi, c'est vraiment à la fin du gros œuvre que quand les gens ont vu que c'était monté, je leur disais, mais vous ne me connaissez pas, certes, mais il y a un bâtiment. Voilà. Donc moi, j'ai déjà engagé ça comme frais. Donc, ouais, je suis pas là pour m'amuser, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, on a livré 7 mois avant le planning d'exécution. Ça s'est super bien passé. Et là, maintenant, on a d'autres projets qui doivent arriver. Et du coup, pour terminant sur ce projet-là, 18 appartements, c'est ça? C'est ça.
Alors, et l'idée pour toi, c'était de commercialiser la totalité, une partie et garder toi aussi une partie comme le monsieur du terrain. C'est ce quoi, que c'était quoi le deal? l'idée de base, c'était de tout commercialiser. Parce Ouais. que moi, c'était la première chose, il fallait que je finisse Oui, et que je livre. ok. Et une fois que je voyais que ça se passait bien, j'en ai gardé quelques-uns pour moi. Oui, Et tout le reste est commercialisé. ok. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je garde quelques appartements pour moi et je commercialise tout le reste. Parce que le fait aussi de garder, bon, ça me crée du patrimoine. Bien sûr, bien sûr. Mais de l'autre côté, j'ai la main mise sur la copropriété. Très important, j'allais t'en parler après. Ouais. J'ai la main Tu mise sur t'assures d'avoir la même sur la C'est ça, copropriété. c'est-à-dire que c'est moi, j'ai le plus d'appartements possible que tout le monde. Oui. Donc, quand on vote, j'ai plus de votes que tout le monde. Donc, si je vais... Mais en fait, c'est intéressant parce que ça évite à un petit malin de venir faire n'importe quoi dans l'immeuble. C'est ça. Et c'est surtout que nous, j'ai une société de promotion, Oui, de construction, parce que c'est moi-même qui construis pour Oui. moi, mais de gestion. oui. C'est-à-dire que moi, je refuse clairement des clients. Parce qu'il est hors de question qu'un client me paye 300 000 euros, 200 millions, mais qui ne veut pas payer 500, 200, 300 euros de charges de copropriété. Comment tu évalues ça à ce stade? Parce que ça, c'est le gros problème qu'on a à la copropriété en Afrique, c'est que les gens ne veulent pas payer les charges C'est de vrai. copropriété. Ben, moi, j'ai beaucoup de... Et puis les copropriétés, qu'est-ce que tu vas lui faire? Ben, une chose, moi, je fonctionne beaucoup au flair. Ouais. Il faut savoir que je pense que Dieu m'a donné une chose, je lis les gens. On peut se voir une fois, je peux savoir si je peux dealer avec toi ou pas. Ok. Et les contrats qu'on signe avec la gestion, ils sont en béton. Donc, c'est-à-dire qu'avant même les contrats de réservation, c'est-à-dire qu'avant même que les clients signent, on lui demande de bien lire. Et ça fait déjà un premier filtre. Parce que quand le client, il voit que s'il ne paye pas, on va lui couper l'eau. Par exemple, je donne un exemple. Ah oui, c'est là les textes. Ça peut être, sur un des projets, c'est pas mal, dans non, les textes. mais bien sûr. En fait, tu contrains les gens à C'est à ça, jouer parce le que jeu. moi, je pars du principe que si on est de bonne foi, Oui, ça se passe bien. oui, Donc, tout ça, c'est fait pour les gens qui ne sont pas de bonne foi Oui. et qui veulent jouer au plus malin. ouais. Mais quand le propriétaire, il sait que s'il ne paye pas, on lui coupe l'eau, et que s'il a un locataire, son locataire ne va pas lui payer, il va partir, il va se plaindre. Voilà. Et après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a beaucoup de clients qui investissent. Donc, comme on fait la gestion, et on loue sur Airbnb, Booking et autres, et on a un site internet, en fait, on récupère directement dans les revenus. Ça, on le fait pas mal. Oui, là, c'est pas mal. Ça, on le fait pas Ok. mal. Et même aux propriétaires, parce que comme la gestion avec nous, c'est obligatoire pendant 2 ans. Un client qui signe, pendant 2 ans, on est obligé de gérer son appartement. Parce que moi, je veux savoir qui rentre et qui sort dans la résidence. Même quand c'est pour. Mais si c'est lui qui habite dedans, Si c'est pour lui qui habite dedans, non, c'est bon. pas pareil. C'est pas Ok. pareil. Mais c'est pas la vraiment- majorité des cas, en fait. C'est pas la majorité des cas, mais c'est vraiment si quelqu'un veut investir. Et donc, du coup, on gère pendant 2 ans. C'est écrit sur le contrat, il est au courant. Parce que je vais être au courant de ce qui se passe dans la résidence. Et c'est un peu à mon image. Et de l'autre côté, je me dis que si on gère bien, le client, il restera avec nous. Et donc, tu as fini ton premier immeuble, la commercialisation est terminée, Le premier immeuble, en 6 mois, j'avais tout vendu. tout vendu. Tout vendu. Tu te rappelles à peu près de tes prix, intervalle? Le F2 était à 175 000 euros. Ok. Et les F4, les plus grands de 230 mètres carrés, étaient à 430 000 euros. Et le plus petit à 380, Ok. à peu près. Donc, tu avais des appartements entre 175 et Et 400 000 euros. Ouais, c'est ça. Et c'est parti en 6 mois. C'est parti Et ensemble. bien évidemment, la question que je vais te poser, j'ai déjà mon idée de la réponse, c'était qui tes clients? Et est-ce que ça t'a pas un peu surpris? Si, totalement. Ah, Honnêtement, voilà. mes clients, c'est beaucoup des gens de la sous-région Ouais. et des gens du Les Sénégal. gens sur place, n'est-ce Des pas? gens sur place. Et pourtant, on s'est dit que C'est la ça diaspora. va être la diaspora. Mais c'est pas vrai. Parce que, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Et la diaspora aussi, États-Unis, Canada. Oui, c'est pas pareil C'est que la pas diaspora de France. Et je précise, moi quand je me suis rendu compte de ça, parce qu'en France, on en parlait en off, on a facilement accès au crédit. Oui. Mais sauf que en Afrique, c'est pas le cas. Canada et États-Unis, ils ont l'habitude d'économiser, ils font 3 jobs. Donc, rapidement, ils peuvent avoir 100 De ou grosses 200. économies. Voilà. Et c'est pas le cas en France. Et moi, je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire que la diaspora française, européenne, ils ont l'accès au crédit assez facile. Donc, avoir 200 000 euros ou 100 000 euros, C'est pas très important pour eux, en fait. C'est ça. Ouais, ouais. Mais au Canada et aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile pour eux parce que, bon, ils sont économes, ils travaillent beaucoup. Donc, du coup, moi, les clients de la diaspora, ça représente 10%. La diaspora Incroyable. française, Ouais. 10% de mes clients. Ok. Mais la diaspora française, c'est mes clients préférés pour les locations. C'est-à-dire que comme en fait, on fait du Airbnb, de la longue durée, de la courte durée, comme j'ai assez une bonne image pour la diaspora française ou européenne, en fait, quand ils viennent en location à Dakar, ils nous appellent pour qu'on leur loue des appartements. Et la conciergerie aussi. Ça veut dire le propriétaire de l'appartement vient et il loue son propre appartement? C'est ça, mais on le fait pour lui.
C'est-à-dire que le propriétaire, on a le mandat de gestion. Oui. Donc, nous, on a un site internet qui s'appelle Ilios Rental, Oui. où les gens peuvent se connecter et réserver nos appartements partout dans le monde. Oui. Et nos appartements sont sur Airbnb et Booking. Oui. Donc, nous, le propriétaire, il a des frais de gestion, Oui. mais lui, on lui gère de A à Z. Parce que j'essaie de faire mes résidences comme un service hôtelier. OK. C'est-à-dire qu'on a acheté une voiture. Donc, dans la résidence, il y a une voiture avec un chauffeur. Donc, si tu viens en vacances et que tu ne nous as pas connus, bah, ça se passe bien, on peut te proposer une voiture. Mais je dis souvent, moi, ma target, mon prospect, c'est le client qui vient en vacances. Oui. Parce que je sais que s'il vient en vacances, il est bien traité et qu'il est au courant qu'on vend des appartements, ben il va se dire, ils vont traiter mes locataires comme ils m'ont traité moi, donc j'achète. Tout à fait. Donc c'est un peu ça, mon modèle économique. Comme ça, je vois les choses. Tout à fait. Revenons un tout petit peu sur la partie financement. Parce que c'était le premier projet, c'est le plus important. Ouais. Pour financer ce projet, tu as fait appel à ton réseau. Ah ouais, autour de moi, il y a des investisseurs. Et après, une fois que tu es arrivé à la fin du gros œuvre avec cet argent-là, tu as pu maintenant basculer sur du financement grâce à l'argent que les investisseurs versaient. C'est ça. Non, grâce aux acquéreurs. Aux acquéreurs. Voilà, l'argent des acquéreurs t'a permis de finir l'immeuble, d'avoir tes marges. Exactement. Et de pouvoir éventuellement te projeter sur un projet comme celui-là. En rentabilité brute, on est sur quel pourcentage? Sur une marge, on va être sur du 30-40%. 30-40%. Énorme. 30-40% de marge sur un projet comme celui-ci. Énorme. Qu'est-ce que tu fais de tes biens en France, tes immeubles? J'ai tout vendu. Ah oui? Non, je ne veux plus rien savoir. Tu as tout vendu en France? J'ai tout vendu. J'avais besoin de cash pour démarrer mon projet. C'est vrai. Donc, j'ai tout vendu. Maintenant, je ne veux rien savoir. Maintenant, j'ai plus l'archétype de l'Africain. Je vais venir avec du cash en France. Vous me prêtez combien? Et puis, basta. Et ça va être plus du patrimoine. Oui. Mais là, pour l'instant, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Je pense que dans 7 ans, donc à mes 40 ans, je pense que je vais réinvestir en France. Mais là, pour l'instant, je ne veux rien savoir. Ouais, tu es à fond sur... Ouais, parce que vu les marges et vu le potentiel qu'on a, on peut faire de 0 à 100 très rapidement. Donc, du coup, je préfère me concentrer 100% sur ça et accumuler le maximum que je puisse faire et puis savoir. Et après, partir sur du patrimoine ici en France. Alors, tu lances ce premier projet, succès total. Ouais. Ensuite, tu te dis, on peut continuer. C'est ça. Et du coup, là, j'ai lancé un deuxième en juillet dernier, la résidence Lobos. Là, on est sur du plus haut, c'est-à-dire qu'on a 36 appartements, R+10. Donc, toujours les mêmes commodités, sous-sol, salle de sport, piscine, conciergerie, etc. Une laverie. Et pareil, j'ai même pas démarré que j'ai déjà vendu 20-30% du projet. Ah, là, tu n'as... Par contre, cette fois-ci... Quand j'ai pas... Là, le projet, il est à la fin du gros œuvre. Ah, tu es déjà au gros œuvre quand même. Là, on parle de... J'ai commencé ce projet-là en juillet dernier. Bah oui, hier. Donc, ça n'a même pas un an. Oui. Et on est déjà on est à la fin du gros œuvre. Le gros œuvre est fini. Donc, on va commencer le second œuvre. Et, R+10 R+10. Tu as fait ça en 7 mois? À peu près, ouais. Tu vas me demander. Plus sous-sol? Sous-sol. Sous-sol, rez-de-chaussée, mezzanine et 10 niveaux. Donc, 11 niveaux. Et tu as fait ça en 7 mois? À peu près. Ouais, c'est ça. C'est des Chinois qui construisent pour toi là-bas? Non, et je suis fier de dire aussi, c'est marrant que tu en parles, qu'il n'y a que des Sénégalais qui travaillent avec moi. Parce que, en fait, quand je suis rentré à Dakar, je me suis dit, je vais prouver certaines choses. Donc, on dit oui, l'Afrique, c'est pas sérieux, etc. Le Sénégal, c'est pas sérieux. Mais moi, je suis fier de dire qu'il n'y a que des Sénégalais qui travaillent avec moi. Mais il faut mettre des choses en place. Et grâce à ce que j'ai pu acquérir en France, donc tout ce qui est process, sérieux, analyse, etc., c'est ce que j'essaie de reproduire au Sénégal. Donc, on a énormément de process. Mais tu sais quand même que faire sous-sol, mezzanine, 10 niveaux en 7 mois, c'est hyper rapide, ça, quand même. Je sais. Normalement, ce projet-là, on doit le livrer en juillet de l'année prochaine, donc juillet 2025. Mais il y a des chances que je livre en début d'année. Et donc là, tu as déjà vendu là, j'ai vendu la totalité. Pareil. Ah, ce projet-là est déjà entièrement vendu? Sold out. Et comment tu fais ton marketing? C'est du bouche à oreille? Ouais. Parce qu'au final, c'est ça, c'est que le mec qui a investi dans le premier immeuble, il a vu que ça s'est bien passé. C'est ça. En fait, il revient, il vient avec des gens. Exact. Moi, je fonctionne qu'au bouche à oreille. J'ai un Instagram, un Facebook. Je crois que le Facebook, on ne l'utilise pas trop. LinkedIn, on ne l'utilise pas trop non plus. Mais on fonctionne beaucoup au bouche à oreille. C'est parce que j'ai des commerciaux. J'en avais un, mais j'en ai recruté 2 le mois dernier. Mais j'en avais un qui faisait tout. Avant, c'était moi, mais là, j'en ai recruté un qui faisait tout. Mais on voit tous nos clients. Et c'est comme pour sentir la chose, je veux encore maîtriser certaines choses. Donc là, on a recruté encore un peu plus de personnes, mais tout est vendu. Et tout se vend assez rapidement parce que le bouche à oreille, quand c'est du bouche à oreille, 50% de la confiance, elle est remplie parce que c'est quelqu'un qui nous a recommandé, qui a acheté chez nous.
Donc après, il suffit que le discours soit cohérent et que la qualité soit au rendez-vous et qu'on livre à temps. Parce que en Afrique, livrer à temps, c'est Et incroyable. toi, en plus, tu livres en avance. C'est ça. Et donc, tu as closé ton deuxième projet et tu t'es dit, bon, ben, je vais lancer un troisième. C'est ça. Là, cette année, on en lance 2 en fin d'année. La résidence Gaïa, où c'est un R+10 aussi. Sous-sol, double sous-sol. J'ai vu les images, c'est C'est magnifique. ça. Merci. Même, même la première, hein, Ouais, c'est ça. elle Merci est beaucoup. vraiment somptueuse. Ouais. De vraiment faire de belles choses. Là, il y a 49 appartements. À date, Ah ouais, là, tu fais que faire des projets plus. de non, plus en plus. là, celui-ci, parce que le terrain s'y prête. Ok. Mais là, sur ce projet-là, pour te donner un ordre d'exemple, il nous en reste 13. Il en reste 13 sur 40 combien 49. Et tu n'as pas posé une pierre. Non, je commence au mois d'octobre. Là, tu es dans la partie administrative, C'est ça, j'imagine, les exactement. documents, C'est ça, les exactement. permis, tout ça. C'est ça. Et après, on a un deuxième projet qui est la résidence Illy. Là, c'est un plus petit projet, il y a 24 appartements. Mais pareil, sur ce projet, il en reste 10 ou 9. C'est drôle parce que comment est-ce que je suis au courant de ça? Parce que une de nos participantes à un de nos programmes de formation m'appelle et me dit, mais est-ce que tu connais Ilios? Je dis, non, pas du tout. Elle me dit, mais tu devrais connaître. Je dis, ah bon, ok, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Elle me parle de vous. Et puis elle me dit, mais en fait, le pire, c'est que je suis à Dakar avec mon mari et on ne trouve pas d'appartement. Je me commence à... Elle me dit, mais il n'y a pas de place. Je dis, ah bon? C'est sérieux son truc? Comment il finance? Bon, elle n'avait pas beaucoup de questions, elle n'avait pas réponse à beaucoup de questions. D'où le fait que j'ai tenu à discuter avec toi directement parce que je sais quand même de ne pas donner la parole Bien sûr, je comprends. à des malos, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup. Et donc, effectivement, en discutant, en comprenant le business model, c'était cohérent. Et là, tu me dis que sur tes 2 futurs projets qui n'ont pas démarré, ouais. Tu as vendu 70% et plus de 50%. C'est ça. Après, je dis souvent que tu viendras à Dakar. Donc ouais. Alors ça, c'est très intéressant parce que normalement, je ne sais pas quand ce podcast va sortir, mais je viens à Dakar dans quelques jours. Voilà. Donc, on va aller sur le terrain. Voilà, tu verras. Moi, une image vaut 1000 mots. Moi, il faut savoir que je travaille énormément. Ouais. Et moi, je suis sur le chantier tout le temps. Ouais. Et moi, j'ai été éduqué d'une certaine manière. Tu me donnes 1 euro, c'est 1 euro. Donc, j'essaie vraiment de jouer sur cette confiance parce que moi, je me suis fait arnaquer et je sais ce qu'on peut ressentir. Et moi, je ne rigole pas avec ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très clair, même dans nos process de gestion. On a un channel manager ou un client qui a investi avec nous, qui a acheté un appartement, donc un propriétaire. Il a accès à tout. Donc, il sait sur le channel manager combien de fois on a loué son appartement, à quel prix, qui est rentré, etc. Tous les mois, on lui envoie un rapport de revenus. Donc, il sait que tous les mois, il va gagner tant. Tous les 3 mois, on lui paye par virement bancaire ou chèque, ou peu importe. Je suis dans une totale transparence parce que vu le potentiel qu'on a, moi, des fois, je me dis, pourquoi les gens n'ont pas fait ça avant? C'est ce que je te demandais. Tu sais pourquoi c'est un gamin de 32 ans qui arrive de France qui vient faire ce genre de choses? Honnêtement, je ne sais pas, mais je dis souvent que moi, je suis un ancien sportif. J'ai joué au basket à haut niveau dans ma jeunesse et je suis un compétiteur. Donc, quand moi, j'ai commencé ça, je me suis dit, je vais être premier. Donc, je vais essayer de mettre tout en place. Je regarde beaucoup ce qui se fait aux États-Unis ou ailleurs pour pouvoir l'appliquer et l'implémenter dans mon business. Donc, du coup, moi, je n'ai pas d'ego. C'est-à-dire que dès que je vois une idée qui est pas mal, je prends, on essaie, ça marche, on continue, ça ne marche pas, on arrête, on recommence. Et moi, je suis un éternel étudiant de la vie. Moi, je prends moi, je suis sur le chantier, pour donner une anecdote. Le premier chantier, moi, je suis toujours habillé, donc du coup, en t-shirt d'entreprise, chaussures de sécurité. L'étanchéiste, c'est au bout de 3 semaines d'avoir travaillé sur le chantier qu'il savait que c'était moi le patron. C'est bien ça. Ouais. Il pensait que j'étais. C'est très, très que bien. Je travaillais. Pour te dire à quel point je me mets un peu. Parce que, en fait, c'est dans mon tempérament. Et je me dis que. Bon, je dis souvent, aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. Donc, je fais très attention à tout ce que je fais. Tout à fait. Avec qui tu travailles. Voilà. Tu ne sais jamais qui. Voilà, très bien. Je suis un peu discret. Je ne fais pas beaucoup de podcasts. Je crois que ça doit être le 2e. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Et comme je dis, aujourd'hui, ça peut être au top. Demain, ça peut être l'inverse. Ouais. Mais tant qu'on est quelqu'un de droit et qu'on dit la vérité, parce que pour moi, ça va avec, je pense qu'il ne peut pas m'arriver grand-chose. Ouais. Et après, j'essaie vraiment de faire des choses. Pour moi, le service client, c'est la base. Donc, c'est pour ça que je regarde même ce qui se fait chez Amazon. Vraiment, je regarde un peu tout pour pouvoir implémenter. Et je me dis, si ça marche, je continue. Si ça ne marche pas, j'arrête. Mais je donne ma chance à vraiment pas mal de choses pour pouvoir avancer. Parce que moi, je veux avancer. Tout à fait. Et c'est le principe. À la base, à la fin de la journée, c'est de faire un projet dont tu es fier, dont tu peux parler. C'est ça. Surtout dans l'immobilier,
le vrai avantage de ce business, c'est que tu vois comment ce que tu fais change la vie des gens. Exactement. Les gens sont contents, ils ont le sourire quand ils viennent C'est ça, ouais. intégrer l'immeuble, ils sont contents, ainsi de suite. C'est juste génial. Alors, du coup, tu avais déjà un peu abordé les autres étapes que je voulais voir avec toi. Tu fais de la gestion. C'est ça. Est-ce que comment tu fais pour promouvoir les appartements? Est-ce que tu es tributaire des réseaux ou alors des plateformes? Les deux. Ok. Les deux. On fait les deux. Et après, on a un site internet, du coup, que je disais, Helios Rental, où vraiment on essaye de mettre en avant à travers les réseaux sociaux. Mais c'est aussi au bouche à oreille. Mais je suis aussi tributaire aussi des plateformes. Donc, c'est sur les deux. Et là, en moins d'un an, je regardais ça il y a 2-3 jours, on a fait à peu près 1000 locataires sur la résidence TA pour montrer un peu le flux. Oui, c'est énorme. Ouais, on a fait 1000. Même moi, ça m'a surpris. Et c'est vraiment en regardant les stats, on a fait 1000 locataires, sans compter ceux qui sont en longue durée. Mais ça ne représente pas grand-chose, mais à peu près 1000. Donc, il y a vraiment un service dédié. Mais je dépends vraiment des sites internet que j'ai et des réseaux et du bouche à oreille. Le deal avec le propriétaire du terrain s'est bien passé. Chacun, il a tenu sa parole. Il n'a pas essayé de te non, douiller. moi, voilà, même les deals comme ça, c'est fait par notaire, avocat. Moi, j'ai des notaires, j'ai des avocats. Avant de signer un projet, le projet Gaïa, ça fait 1 an et demi qu'on négocie. Donc, on a signé en début d'année, mais ça faisait 1 an et demi. J'étais encore en gros œuvre de TA, donc le tout premier projet que je négociais déjà avec lui. Je ne signe pas à la va-vite. Il faut vraiment que ce soit au clair, il faut que lui ne se sente pas lésé, il faut que je me sente pas lésé. Donc, je prends vraiment le temps, mais ça s'est bien passé. Il a récupéré les appartements, on est allé chez le notaire. Les acquéreurs qui ont acheté chez nous sont allés chez le notaire et tout est bien qui finit bien. Alors, pourquoi tu ne fais pas de... Alors, quoi que tu l'as dit, tu vends et tu gardes certains appartements que toi-même tu mets finalement en gestion. C'est ça. Donc, au final, tu thésorises, c'est-à-dire que tu ne te rémunères pas entièrement, puisque tu gardes des appartements qui représentent ta rémunération. C'est ça. Pourquoi ce choix-là? Parce que je lui dis que je viens de démarrer et que si j'ai besoin de cash, je peux toujours vendre un appartement, récupérer du cash et partir. Et ça sort vite. Si demain tu envoies un mail à ta base en disant je pense que je pourrais. Je vais pas vendre au prix que j'ai vendu parce que si je veux être pressé, je vais mettre un peu moins cher, mais je pourrais vendre ça rapidement parce qu'on a même un client qui a acheté chez nous au début du projet, qui a revendu à la fin et qui a fait une plus-value. Tu as les chiffres de sa plus-value? Ouais. Je sais pas si je peux le dire. Ouais, tant qu'on ne connaît pas la personne. 100 millions. Et ça fait 100 millions de plus-value? 100 millions. En combien de temps? En 17 mois. Donc je fais même gagner de l'argent aux gens qui achètent avec nous. Mais 100 millions de francs, c'est 150 000 euros de plus-value. Moi aussi, j'y croyais pas. Hein. Et le truc avec ce client, c'est comme il m'a fait confiance. Bon, il a acheté un peu moins qu'au prix, mais pas grand-chose. Oui, parce qu'au début, il était parmi les premiers. Oui. Voilà, c'est ça. Mais il a fait 100 millions. Et c'est de là, je me suis rendu compte aussi que mes prix étaient bons. Parce qu'effectivement, même si je vends pas je suis pas le plus cher au Sénégal, mais je suis la personne qui te livre avant et qui te livre avant et surtout avec une qualité supérieure. Ce qui est promis en tout cas. Voilà. C'est ça. Les images que tu as vues. Et l'idée, pour moi, c'est de finir le projet. J'ai pas envie de rentrer dans non, je vais perdre 5 millions ici, 5, etc. Moi, je fais mon business plan. Il y a un minimum que je dois avoir à la fin. Il y a un minimum pour faire le projet. Après, on avance. Et je me dis toujours que si ce client en question, il a fait une plus-value énorme, il est censé, si tout se passe bien et tout s'est bien passé, reprendre, parler de moi parler de Helios. C'est comme ça, en fait, que je vois les choses. Je me dis que... Et sur sa plus-value, en plus, on n'a rien pris. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de commissionnement. J'ai dit, non, c'est à l'interne, vous reprenez, s'il n'y a pas de souci. Parce que je me dis, s'il parle de nous, encore une fois, un client qui vient chez nous, 90% de chance, il achète. Honnêtement, parce qu'il a été recommandé. Et quand il vient, il voit. Et après, c'est terminé. Ta clientèle sénégalaise, c'est plus quoi? Des commerçants? Des hommes d'affaires? Les deux. J'ai des commerçants, des hommes d'affaires. Après, j'ai beaucoup de commerçants et des hommes d'affaires. Autre point, ils payent cash ou ils prennent des crédits? Ils payent cash. Donc, tu as des gars qui viennent et te déposent 300 millions. C'est ça. Après, ils payent selon l'état d'avancement du projet. Moi, quand j'ai un client qui vient comme ça, qui me dit l'appartement est à 300 millions, je te donne 300 millions, je ne prends pas. Je dis non, c'est tentant, hein, mais je dis si vous voulez, vous payez selon l'état d'avancement du projet. Il me dit non, mais j'ai dit non, c'est comme ça. Parce qu'en fait, je ne veux pas après que les clients se disent oui, j'ai pris plus d'argent. Voilà, c'est ça. Non, le client, et je lui renvoie en disant j'ai pas besoin, même si peut-être que j'ai besoin. Mais moi, si tu suis juste les règles, ça me suffit.
Moi, je fonctionne vraiment comme ça parce que je me dis, j'ai pas envie qu'après on dise, ah, mais il a pris ça, c'est normal. Mais Non. t'as pas peur qu'après tu lui cours après? C'est-à-dire que quand l'appartement est prêt, peut-être que tu as déjà eu ça aussi, ça dit qu'à la fin, maintenant, il sait que le truc est terminé, maintenant tu commences à lui courir après, le dernier virement, le dernier paiement. En fait, non, parce que mes contrats sont blindés. Ah, tu lui dis que si tu ne payes pas, je Moi, te retire l'appartement. Voilà. Moi, c'est écrit noir sur blanc. Moi, je me rappelle, j'ai eu un contentieux avec un client. Ouais. Donc, j'ai pris une avocate qui s'occupe de ça. Et elle m'a dit, mais monsieur Diallo, qui a rédigé vos contrats? Je lui dis, c'est moi. Elle me dit, mais ça, on dirait que ça a été rédigé par un avocat. J'ai mis peut-être un mois à faire mes contrats. Moi, dans mes contrats, c'est stipulé. C'est comme je disais avant. Le contrat, si tout se passe bien, c'est bon. Mais si tu veux jouer au plus malin, tu vas perdre. Si j'ai pas, par exemple, à l'appel de fonds le 5 août et que je reçois 10 jours après toujours rien, ça va au contentieux, il y a 500 000 de frais. Un mois après, je suis en droit d'annuler le contrat, de garder ton dépôt de garantie et de revendre l'appartement. Mais selon le dépôt de garantie, c'est selon le montant sur lequel tu as acheté chez nous. C'est-à-dire que si tu as acheté au départ, tu as payé 15%, c'est 15%. Mais si tu as acheté au moment où tu dois payer 50%, ton dépôt de garantie, il est de 50%. Qu'est-ce que tu appelles le dépôt de garantie? C'est le premier montant que la personne verse? C'est ça, c'est le premier montant que la personne verse. Le premier montant que la personne va verser. Et donc, moi, je garde ça. Ah, donc, ça veut dire c'est violent. C'est-à-dire qu'un mec qui... Ok, donc ça veut dire que si je comprends bien ta logique, c'est ton montant d'entrée dans le game c'est ton dépôt. Dépend de l'avancement du projet. C'est ça. Si tu me retrouves à la fin, ton dépôt de garantie, ça peut être 80%. 80%. Donc, si tu veux jouer au plus malin... tu joues au plus malin avec 80%. Ah ouais, qui a perdu. Et c'est oui. écrit vraiment noir sur blanc. C'est pas subtil ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment écrit noir sur blanc. Ouais. Et ça fait peur aux gens? Automatiquement. Et je le dis, c'est pour ça que je dis souvent aux clients, quand on est honnête et quand c'est clair, on a des bonnes intentions, il y a des clients qui veulent changer. Des fois, c'est cohérent, on change. Mais si quelqu'un a vraiment l'argent dans son compte et qu'il n'attend pas certaines choses ou etc., ou que c'est pas assez clair, ben en fait, in fine, il perd. Parce que moi, je peux pas jouer à ça parce que imagine, j'ai 4 clients comme ça. Si je cours après 4 clients, c'est le projet qui va prendre un coup. Oui. Et je peux pas me permettre de faire ça. Donc, des fois, je préfère ne pas vendre et de me dire, je retarde la vente que de vendre à un client juste pour me dire, ah, il va payer tout de suite. Mais bon, s'il fait n'importe quoi, entre guillemets, on annule son contrat. Non, c'est pour ça que... Alors, on en arrive justement. Donne-moi peut-être, parce qu'on malheureusement, on va faire une autre partie sur le site là. Malheureusement, je dois aller à l'aéroport. Yes. Mais c'était très bien de discuter avec toi. C'est quoi les 3 galères les plus grandes que tu as eues, que ce soit dans la construction, la gestion d'un client ou quoi que ce soit, le top 3 de tes pires situations jusqu'à présent? Numéro 1, c'est l'administration. C'est-à-dire que... Sénégalaise. Ouais, c'est-à-dire que tous les process pour avoir les papiers, ça, c'est extrêmement long. Non, numéro 3. Je veux dire, numéro 2, ça n'a pas été une galère, mais je pense que c'est au global, c'est l'humain. Quand on arrive sur le chantier, on a des deadlines. Ça doit être fait à telle date. On arrive, c'est pas fait. Et qu'on me dise, ah mais non, c'est parce que si, c'est parce que ça. Pour l'anecdote, sur le premier projet, un des électriciens, il avait mis une prise, mais il n'avait pas mis de câble derrière. On avait déjà quasiment fait les enduits. Il fallait repercer, voilà. recasser les murs. C'est ça. Et comme je suis assez pointueux, ça m'a rendu fou. Ouais. Honnêtement, je suis même rentré chez moi. Ma mère, elle m'a dit, si c'est pour t'énerver tous les jours, t'as qu'à quitter. Ne reste pas au Sénégal. Donc, je dirais, c'est vraiment ça. C'est que je suis un peu vieux jeu sur les bords, mais moi, quand on me dit quelque chose, moi, j'ai signé des deals, on s'est serré la main. Après, on voit le contrat après. Mais moi, si on se serre la main, ta parole vaut d'or. Ouais. Donc, c'est vraiment ça où... Et les gens qui respectent pas, qui vont pas respecter leurs engagements. Vraiment, qu'on me dise, oui, ça, c'est fait, et qu'après, c'est pas fait. Ça a vraiment été ça. Les plus grosses galères pour moi. J'en ai pas eu des grosses, parce que je fais très attention. Tu as tout blindé au départ, en fait, notamment au niveau des contrats. À quel moment parce que tu dis que dès le projet familial, non, mais dès ton premier projet, tu as fait la construction. Mais c'est un gros risque quand même. À quel moment tu te dis que l'ingénieur que je prends, le technicien, les maçons, à comment tu te dis qu'ils peuvent construire un R+10? J'ai bien senti le truc. Honnêtement, j'avais déjà fait ça avec ma résidence TA, donc le R+6. J'avais pris un ingénieur. Après, j'avais mes équipes, parce que ce sont mes équipes. C'est ma société, c'est Ilios Construction qui construit. Et moi, je suis tous les jours là. Donc moi, déjà, j'ai le planning sous les yeux et moi, j'apprends. Donc moi, je leur dis, moi, maintenant, avec mes ingénieurs, je leur dis, maintenant, j'ai Bac+2. Parce que comme on a fait TA, ça fait 2 ans, maintenant, j'ai Bac+2. Mais j'ai bien senti le truc. Et après, on a énormément de process. Tu verras sur place, on a un planning. Le planning, il est à date. C'est-à-dire que
Là, dans un an, on est censé être à un stade. Et il y a tout le détail pour arriver à ce stade-là. Comme ça, on sait à l'intérieur que s'il y a un couac, on sait où. Et on sait, par exemple, si le maçon il me dit qu'il doit prendre 20 jours pour faire un niveau, moi, je lui dis non. Sur le planning, tu as 15 jours. Il me dit non, j'ai 20. OK, fais un niveau, on voit. Et après, je vais demander à mes conducteurs de travaux de vraiment regarder la manutention, les process, combien il a d'équipes, etc., etc. Et après, de là, comme je dis souvent, 1 ou 2 jours gagnés par mois, à la fin de 2 ans, ça fait quasiment 2-3 mois de gagner. Donc, c'est comme ça à peu près qu'on processe sur la construction. L'autre truc qui m'a un peu surpris dans tes trucs et on va sortir là-dessus, c'était la configuration de tes immeubles. Je trouvais que tu avais beaucoup d'appartements avec beaucoup de chambres. Alors qu'on sait que dans ce business-là, ce qui sort le plus, c'est le peu de chambres. Une chambre, salon, une chambre, salon. Pourquoi tu étais parti sur des grosses chambres? Est-ce que c'est parce que tu pars sur le pari de vendre aux familles ou alors, parce que si c'est plus le focus sur du business, tu vas privilégier des petites surfaces. Des petites surfaces, c'est vrai. Non, je prends le pari de vendre aux familles. Nous, je me dis souvent que, et je le vois, moi, je suis rentré, mais là, j'ai des clients, des familles qui rentrent, mais qui doivent acheter un appartement. Et souvent, c'est le cas où c'est des gens pas longtemps, on a une bonne femme qui a acheté chez nous du Canada. Elle rentre avec ses 3 enfants. OK. Donc, du coup, elle ne peut pas avoir un bedroom, 2 bedrooms. Elle est obligée d'avoir 3 chambres. Oui. Donc, du coup, nous, on prend ce pari-là. Honnêtement, moi, je prends ce pari-là parce que je me dis, l'idée aussi, c'est de toucher le max de monde possible et de me dire, quitte à vendre un peu plus tard, parce qu'effectivement, les grands appartements, on les vend un peu plus tard toujours. Mais c'est contradictoire parce que sur la résidence Gaïa, c'est les F4 et les F5 qui sont partis en premier. Et aussi, quand nous, on fait nos résidences, on vend un style de vie. Sur la résidence Gaïa, on a un homme de service. Donc, c'est quelqu'un qui dort sur place, qui est là pour gérer tous les à côté. On a une conciergerie 24/7. Donc, on a une crèche. Donc, tu vois, j'essaie de vraiment créer une communauté pour que maintenant, quand je puisse aussi, quand on vend des F4, même si c'est pour un investisseur, en location, on va viser les expatriés de sociétés, de grandes boîtes. Et donc, du coup, on se dit, quelqu'un qui est avec sa famille, et on a sur la résidence TA, il va payer peut-être 2 millions, 2,5 millions pour un F4. Mais s'il y a une crèche en bas, il ne va pas hésiter. Et demain, je dis souvent, et on va finir sur ça, au Sénégal, il y aura tellement d'appartements que la différence, ça va être à l'intérieur de la résidence. Ça va être le service. Et donc, tu as déjà pensé à ça? J'anticipe ça. D'accord, du coup, on va prendre quelques minutes quand même pour comprendre un peu ta philosophie de vie. C'est quoi l'argent pour toi? C'est de la liberté. Honnêtement, tu manquais de liberté en France? Ouais. Moi, j'ai grandi dans une cité, je viens de Sevran, ouais. ceux qui connaissent. Ça veut dire que... Sevran, en plus, c'est chaud là-bas. Ouais, Sevran, Bedotte. Et moi, mes parents sont divorcés, ma mère nous a élevés seuls, donc c'était un peu compliqué. Et quand tu es enfant, tu vois certaines choses, en fait, tu veux plus les revivre étant plus grand. Et donc, du coup, pour donner un exemple, nous, les Hussiers, ils sont venus chez nous. Voilà, quand quelqu'un vient chez toi, c'est dans ton intimité, on compte tes meubles, on te dit que tu dois partir telle date parce que tu vois, ça traumatise. Voilà, c'est un peu des traumas. Donc, tu te dis que tu ne veux plus jamais vivre ça. Ouais. Et donc, du coup, nous, ma mère, elle a fait le maximum qu'elle pouvait et je leur remercie. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que je fais pour elle. Et donc, du coup, c'est ce que je veux pour moi et pour mes enfants et pour ma femme et pour mes proches. Et pour moi, avoir cette sensation de dire, OK, là, tu es où? On se voit au Mexique, on y va? Ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Et je le vois tous les jours quand j'ai des amis qui sont encore dans le salariat. Moi, des fois, j'oublie. Donc, je les appelle. Non, viens, on se voit là, à telle date. Ou... Non, mais moi, je travaille. Et donc, du coup, je me dis vraiment que plus d'argent, c'est vraiment plus de choix et plus de liberté. Pourtant, je ne suis pas du tout matérialiste. Il y a des choses que je ne fais pas. Mais juste le fait d'avoir le choix. Tu vois, là, j'étais à Dakar il y a une semaine. On se voit ici. Je repars à Dakar. Après, je vais en Turquie. Le fait d'avoir le choix te permet de voir beaucoup plus de choses. Et je pense même d'être limite plus éveillé. Excellent. Et du coup, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la richesse? Est-ce que tu te considères comme riche? Non, parce que maintenant, là, pour parler d'argent, les montants, à ce moment, on parle de milliards. Un milliard, c'est beaucoup, même si c'est démocratisé. Les gens pensent qu'un milliard, c'est rien en euros. Je parle 1 milliard en euros. C'est énorme. C'est beaucoup. Je ne me considère pas riche, mais pour moi, la richesse, c'est, encore une fois, c'est de faire ce que je veux où je veux et de pouvoir dire merde à qui j'ai envie. C'est vraiment ça. Est-ce que tu penses que c'est une revanche sur la vie que tu es en train de prendre là? Aussi. Parce que il y a un truc en moi, des fois, où je me dis, j'aime bien prouver aux gens qu'ils ont tort. Quand on me dit qu'on n'est pas capable, c'est la meilleure façon et la meilleure manière de me motiver.
Moi, tu peux pas me motiver en me disant, allez, c'est bien. Non. Moi, on me motive en me disant, non, là, tu aurais pu mieux faire. Là, ça va pas aller. Là, ça s'est pas fait comme ça va pas, change. Moi, c'est comme ça que je suis motivé. Donc, du coup, pour moi, la richesse, c'est vraiment de dire, j'ai le choix de pouvoir dire merde à qui j'ai envie. Et j'ai le choix de pouvoir faire profiter mes proches et les miens. Donc, c'est vraiment une question de choix. Je le vois, je fais encore la parabole avec les gens que je connais qui sont dans le salariat. Salariat, on n'a pas trop le choix parce qu'on n'est pas libre. Mais moi, des fois, je suis encore un enfant dans ma tête. Donc, je me dis, ah ben, là, il y a un truc. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Je voulais aller voir les finales NBA parce que j'ai joué au basket. Là, j'ai pas pu. L'année prochaine, j'irai. Et le fait de pouvoir me dire que je puisse le faire, pour moi, ça n'a pas de prix. Outre les montants, hein, c'est vraiment de se dire, je me lève, j'ai envie. L'argent n'est plus une limite, en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'avec tout ce qu'on voit maintenant, ça devient très compliqué. Je parle même pas de la France, mais ça devient très compliqué. Donc, pour moi, c'est juste une question de choix et de pouvoir se rencontrer. Parce que c'est un luxe de pouvoir se voir ici et après de se voir à Dakar. Ouais. Et après, peut-être se voir, je sais pas, Côte d'Ivoire, au Cameroun. C'est un luxe parce qu'il y a tout un process. Et donc, moi, c'est vraiment ça qui m'anime vraiment tous les jours. Alors, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'économe? Franchement, on ne l'avait jamais posé. Oui et non. Parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mais je ne suis pas du tout matérialiste. Je ne suis pas du tout dépensier. Mais pour moi, il me faut le strict minimum. Donc, il faut que je puisse manger. Il faut que je puisse être bien tous les jours. Mais économe, non. Parce que vraiment, des fois, quand j'ai des lubies et que j'ai envie de partir et que je veux faire quelque chose, je le fais. Donc, des fois, c'est en contradiction parce que regarder des finales NBA, avoir un bon siège, le siège est à peut-être $8 000. Donc, c'est un peu en contradiction si je disais que j'étais économe, mais je ne suis pas très dépensier. Ok. Ouais, en fait, tu dépenses dans ce qui te fait plaisir. C'est ça. Et après, En fait, moi, c'est une règle que j'ai. Je dis, il faut dépenser là où ça te fait plaisir et être radin sur le reste. C'est ça, exactement. C'est une très bonne phrase. C'est ça. C'est totalement ça. Tout le reste là, radin. Voilà, c'est ça. Moi, mais quand ça te fait plaisir, ouais. Ouais, je m'habille chez Zara. J'ai pas de problème. J'ai 10 t-shirts à 10 €. Mais quand j'ai envie de faire quelque chose ou quand je veux vraiment me faire plaisir. Et c'est quoi les trucs qui te font plaisir? On a compris que le basket, oui. Le voyage. Tu aimes voyager? Moi, je suis parti au Mexique sur un coup de tête. J'ai acheté au Mexique sur un coup de tête. Ah oui? Ouais, j'ai un appart au Mexique. C'est vrai. C'est de passer du temps avec mes proches et travailler. Honnêtement, travailler me rend heureux. Et j'aime les montres, donc j'investis aussi dans les montres. Mais je dépense mon argent dans vraiment le voyage. Ok. Seul, en famille, avec des amis, ou tout ça mélangé? Les mélanger, ouais, tout ça mélangé. Ok. Et surtout, ça revient à ce que je disais. Il y a un événement à Hong Kong que je me lève, je pars et l'événement est sur 2 jours. Je reste 10 jours. Ça va me faire plaisir parce que je vais visiter, je vais voir, etc. Donc, j'ai énormément voyagé et j'essaierai de continuer de voyager. Du coup, l'autre question que je vais te poser, c'est je ne sais pas si tu as déjà des enfants, mais est-ce que tu penses à la transmission? C'est en cours. J'ai pas encore, mais je pense. C'est pour ça que je garde des appartements. Je dis souvent maintenant, je vais garder des appartements et je vais les donner au fur et à mesure. Là, je commence déjà même à réfléchir à moi continuer à faire des projets en perso, des petits immeubles de 6 appartements à louer que je garderai, que je transmettrai. Donc ouais, je pense vraiment parce que je me dis toujours que ce que je fais maintenant, c'est pas éternel. Et comme je disais juste avant, aujourd'hui ça se passe bien, demain ça se passe mal. Donc il faut que j'ai de quoi vivre et le strict minimum. Est-ce que tu as peur du futur? Non, pas vraiment. Ok. C'est quoi tes peurs dans la vie? De manquer de choix, de revenir où j'étais il y a quelques 25 ans. C'est vraiment ça. Des fois, je fais des choix, je me dis, est-ce que si je fais ce choix-là, ça ne va pas engendrer certaines choses qui vont peut-être faire couler ma boîte? Tu as cette peur qui est présente quand même? De te dire, je dois faire attention? Je dois faire, ouais. Parce que il n'y a pas plus tard qu'il y a peut-être 3-4 mois, moi, je gère à peu près une centaine de personnes, 150 personnes, entre le chantier et les autres structures. Tout se compte sur moi. Donc, je me dis, la moindre décision peut engendrer peut-être la chute de la boîte. Il y a 150 familles, il y a 150 personnes qui ont tous une famille, donc ça, on va doubler, donc 300 personnes. Donc, il y a potentiellement 300 personnes qui comptent sur moi.
Donc ça, je le prends vraiment au sérieux, donc je peux pas jouer au con. Honnêtement, je peux pas, désolé du terme, mais je peux pas m'amuser à faire n'importe quoi. Tu flambes pas l'argent de la boîte. Non. Moi, j'ai eu une voiture que j'ai achetée, mais ma voiture, je l'ai achetée quand mon projet il était fini. Et c'était même le chef de chantier qui disait, mais moi, j'allais au chantier, mon premier chantier en taxi. J'avais pas de voiture, j'allais en taxi. Et si je me rappelle, c'est mon chef de chantier qui me disait, mais tu peux pas faire ça. Je dis, mais non, mon projet n'est pas fini. Non, mais tu sais, au Sénégal, il faut avoir une belle voiture. Non. Justement, dernière question dans cette partie un peu. Les banques ne t'ont jamais approché depuis là? C'est depuis. Ah. Ils me font la cour, mais je refuse. Parce que je trouve que le système, il est mal fait. J'ai fait des rendez-vous, mais ils me font des propositions ahurissantes. Et une fois, je leur ai dit, une personne qui accepte la proposition que vous m'avez faite, c'est une personne qui ne connaît pas le business. Donc, vous allez être content de lui prêter, mais vous allez avoir des problèmes. C'est pour ça que je pense que vous avez souvent des problèmes. Parce que eux, tu vois le DG, tu vois le DGA, après tu vois celui du risque, responsable risque. Mais je trouve que le système, il n'est pas bon. Donc, je leur dis tu veux dire que le contrat leur est tellement profitable ou du moins très difficile pour l'entreprise à rembourser? Je crois que c'est trop profitable pour eux. OK. Parce que les intérêts, tout ça. En fait, ils cumulent le fait qu'ils se font beaucoup d'argent dans les intérêts, mais en plus que ce soit très contraignant pour l'entreprise. Un peu comme toi avec le gars qui joue pas le game. C'est-à-dire que ça, c'est l'un des problèmes qu'on a avec les banques. C'est que tu as le sentiment que les contrats sont faits de telle sorte qu'au moindre faux pas, on te dépossède. Exactement. Donc, malheureusement. Et tu as beaucoup de banques qui ont plein d'immeubles en Afrique. Ben, c'est ça. Donc, du coup, je préfère prendre le risque de moi d'avancer avec mes fonds et d'avancer avec les fonds des clients que de prendre l'argent de la banque. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Plus de projets et que je devienne la meilleure personne possible pour pouvoir... j'ai un chiffre en tête, j'ai un montant en tête, j'ai un objectif avec les entreprises Ilios, que je puisse atteindre ce montant-là. 1 milliard d'euros? C'est peu. Je sais pas si c'est peu. Mais c'est vraiment de pouvoir continuer à proposer des appartements de qualité, parce que c'est ce qu'on fait d'abord, c'est de proposer des appartements de qualité et que nos clients soient contents. C'est le plus important. Après, le reste, je gère. Mais le plus important, c'est qu'on me souhaite que les projets terminent encore une fois en avance le plus possible et que les clients soient satisfaits. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'espère que ça continuera d'ici 15. Parce que j'essaie de créer une dynastie et j'essaie de vraiment créer un empire, un peu à la Dangote. Parce que je me dis, je fais pas tout ça pour être numéro 2 ou numéro 3, numéro 4, ça m'intéresse pas. Je vais être premier et je vais pouvoir léguer, du coup, à mes enfants un empire pour qu'ils puissent après faire un peu comme ce qui se passe en France, Bouygues, Next City, etc., etc. Tu es sur la bonne voie en tout cas et on te le souhaite. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Pathé, et rendez-vous à Dakar. C'est ça, on se voit à Dakar. Ciao. Ciao.